tout ce qu'on fait a déjà été fait quelque part. Moi, ce que je comprends un peu plus mal dans nos communautés, surtout mes communautés noires, africaines, donc francophones, je vais dire, c'est qu'on n'a pas cette culture de « tu sais quoi, je vais investir pour avoir quelque chose ». Il y a toujours cette idée que quand tu mets une pièce, elle doit te rapporter 2 pièces. Tu vois, quand tu fais un truc, ça doit être un succès. Il ne peut pas y avoir d'échec. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce que peuvent amener les formations ou la formation de manière générale. Est-ce que tu peux m'aider gratuitement, s'il te plaît? Ma réponse est de dire, bien sûr, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram. Ouais, non, mais j'aimerais que tu m'aides en one-on-one. J'ai pas de souci, je peux le faire, mais si je le fais pour tout le monde qui me contacte… Ça n'a pas de sens. Je regarde Cédric Grolet, tu sais, ces grands pâtissiers français. Ok. Ils sont idolâtrés en Amérique du Nord, alors que des gens, ils n'ont jamais mangé chez eux. On est bon. Ah, bah, oui. On est en France quand même. Je connais des gens qui atterrissent à l'aéroport et dans leur tout doux de vacances, on doit aller regarder, on doit aller manger dans tel restaurant, dans telle pâtisserie. Je m'inclus là-dedans au passage. Ouais. Donc c'est super important les médias sociaux. Complètement d'accord. Et tu vois, par rapport à ça, si je peux t'apporter une notion, un des apprentissages que j'ai eu, c'est comment l'argent et la notoriété au sens où nous on l'entend, en fait c'est juste 2 effets leviers. C'est-à-dire que si tu étais un con pauvre, bah, tu seras un con riche, tu vois. Et de la même façon, la notoriété va t'amener un plus gros volume d'opportunités positives et un plus gros volume d'opportunités négatives. À savoir les haters, typiquement, quoi que tu fasses, il y a toujours un mec qui n'est pas d'accord. Comment tu gères ça? J'en ai rien à faire. Vraiment, ça me pose… Ouais, moi j'ai la chance… Au tout début? Non, vraiment. En fait, sur ça, je pense que je fais un peu exception. Moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai vécu dans une famille modeste, ni à pleurer, ni riche, enfin, tu vois, vraiment, famille modeste. Mais par contre, j'ai eu un très gros volume d'amour qui fait que j'ai une vraie confiance en moi. Tu vois, mais une confiance profonde. Et c'est pas une confiance qui est de penser que je suis génial, c'est une confiance qui me permet juste de savoir que bah, j'en suis là, je suis pas en dessous, je suis pas au-dessus et que c'est ok, tu vois. Je banalise le truc, tu vois. Et comme en fait ça, c'est assez ancré, bah, si tu veux un mec que je connais pas qui débarque, qui voit, je sais pas, une minute de short ou une vidéo, j'ai même pas de chaîne YouTube, donc qui voit une vidéo et qui commence à me dire, voilà, qui débite, ça m'impacte pas, tu vois. Ça m'impacte pas. En toute transparence, moi au tout début, je me remettais en cause parce que je te dis, à un moment, il y a tellement un… En fait, on parlera tout à l'heure des opérations que tu fais, mais comme tout entrepreneur, à un moment, dans ce que tu réalises comme projet, ça devient un peu une deuxième nature. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, qu'on parle d'un projet à 1 million ou à 2 millions ou à 500 000, tu n'es plus vraiment émotionnel par rapport à ça. Ah, moi, je m'en fous, alors qu'il y a beaucoup de gens, ce genre de montant, ils ne le verront peut-être jamais de leur vie et du coup, c'est impensable. J'ai fait une vidéo où je parlais d'un de mes projets, où est-ce qu'on avait fait justement une grosse plus-value sur un projet immobilier. Et j'ai eu un fleurilège de gens qui m'ont insulté en me disant « mais c'est pas possible, tu es un menteur ». Puis à un moment, tu te dis « mais ok, est-ce que j'ai raté un épisode, qu'est-ce qui se passe ?» Mais avec le temps, je suis arrivé à un stade où est-ce que plus j'ai des haters et plus je me sens bien. C'est bizarre, mais pas dans le sens où je veux aller chercher ces haters-là, mais dans le sens où je réalise que en réalité, tu fais quelque chose, si tu faisais rien de bien, il n'y aura personne qui serait en train de hater sur toi, au fait. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est important, surtout pour ceux qui débutent. Je pense que le vrai succès, c'est pas le vrai succès, mais un indicateur que ton projet commence à bien fonctionner, c'est quand tu commences à avoir des haters et quand tu commences à avoir des gens qui te copient. J'ai regardé récemment, il faisait des vidéos où est-ce qu'il reprenait mot pour mot mon texte. Ouais. Et il y a encore 10 ans, j'aurais été genre, mais c'est pas normal. Mais au contraire, c'était genre, bravo, bravo. C'est mieux que ça. Moi, j'ai carrément des mecs qui m'écrivent pour me vendre ma formation. Tu sais, ils ont des packages de formation. Ouais, c'est te dire, ouais, c'est ça. Et en fait, il dit, j'ai ça si tu veux et tout. Alors, donc, j'ai aussi, plus souvent, c'est mes élèves qui m'envoient ça en disant, ce gars-là, tu vois, mais c'est pour ça. Mais en fait, je crois que ce qui aide, et encore une fois, c'est facile à dire. Et moi, je pense juste que j'ai eu la chance que mes expériences m'ont amené à ça, tu vois. C'est que tout ça, pour moi, ça a vraiment toujours été un outil pour mon projet perso. Donc, en fait, fondamentalement, que je fasse une super opération à 2 millions où je fais plein de pognon, ça me définissait pas. Tu vois. Je ne me définis pas par rapport à ça. Je me définis sur d'autres valeurs, sur d'autres éléments. C'est via mon éducation. Et donc, en soi, c'était une réussite professionnelle, quoi. Donc, bien sûr, elle tient à cœur, mais que telle ou telle vidéo ou tel truc, ça ne matche pas. Quand j'ai des critiques, tu vois, j'ai eu des critiques sur ça dans la formation. Là, j'ai un petit logiciel, tu vois, pour travailler la rentabilité de tes opérations. Et encore la semaine dernière, il y a quelqu'un qui faisait une critique sur la mise en page et le machin. En fait, c'est une critique constructive. Et c'est le logiciel dont on parle. Et puis c'est cette action spécifique, c'est pas l'ensemble de ma vie qui est remise en question. Donc en fait, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est une critique de ce logiciel et point barre. Tu as utilisé un mot tout à l'heure qui m'interpelle, c'est le mot échec.
J'ai eu certains projets qui n'ont pas marché et qui ont été… J'ai lancé une startup, un logiciel justement, qui n'a pas marché pour deux raisons. Parce que premièrement, je pense que je n'étais pas l'entrepreneur que je devais être pour que ça fonctionne, dans le sens où je n'avais pas une bonne compréhension de ce que c'est que d'acquérir du trafic et du lead pour une business ou pour un logiciel. Mais deuxièmement aussi parce que le marché que je visais était peut-être trop petit par rapport à ce que je voulais réaliser. Donc, je n'ai pas fait une bonne étude du marché. Mais tu vois, le mot échec, je l'ai étudié récemment dans un podcast avec quelqu'un et tout de suite, la personne m'a repris en disant « Non, mais ce n'est pas un échec, c'est une expérience. » Parce qu'on a un peu une connotation négative dans le mot échec. Mais entre toi et moi, ma perception… L'échec, c'est un truc qui n'a pas réussi. C'est quelque chose, mais c'est même quelque chose de positif. Pas dans le sens où je vais me jeter par-dessus la fenêtre pour aller me cogner contre un mur ou me noyer. Mais quand tu rencontres un échec, en réalité, c'est juste une opportunité de pouvoir se recalibrer et de se réajuster. Pourquoi je te pose la question? C'est parce que dans la culture française, dans l'éducation qu'on reçoit, on a souvent tendance à nous dire « n'essaie pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Tu dois avoir 100% parfait, c'est ça. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Parce que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens. Ouais, mais là encore, j'ai eu beaucoup de chance et je dis ça, tu vois, que vraiment comme un truc que je subis dans les expériences de vie, dans l'aléatoire de la génétique, des gens que j'ai croisés, etc. C'est quelque chose que tu dis là, c'est probablement le discours le plus important et c'est celui que j'arrête pas de tabasser auprès de mes élèves, de mes prospects, de tous les gens que je vais avoir en contact. C'est que souvent les gens me jugent maintenant sur le volume de mes réussites. Et déjà, c'est très, tu vois, ils me regardent sous un prisme, celui que je montre, et ils regardent mes réussites. Donc forcément, si tu vois, il y a un gros volume, ils disent « Ah, c'est super, Jean Laplace, il est extraordinaire ». Et c'est vrai. Non, allez, exact. Et en fait, je leur dis non, mais fais attention parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu regardes, c'est oui, tu as ce volume de réussite, mais ce qu'il faut que tu regardes aussi en parallèle pour bien comprendre, c'est le pourcentage de réussite. Et en fait, mon pourcentage de réussite, il est extrêmement faible. Mais j'ai un volume de tentatives qui est 10 fois, 100 fois supérieur à toi. C'est-à-dire, toi, tu as tenté 2 projets, tu les as réussis, tu les as pas réussis, mais en fait, ça se limite à ça. Donc, en fait, tu te contentes de vouloir avoir raison à chaque fois. Et j'aime bien donner le parallèle de, tu vois, en relation amoureuse, que ce soit une homme, une femme. Tu vois, c'est combien de fois tu tentes de rentrer en contact avec une partenaire, un partenaire. Et c'est sûr, si tu le fais une fois en disant ça doit être, c'est la seule, c'est la bonne, etc. Et on connaît le classique du mec de 18-25 ans qui a compris qu'il fallait faire de la quantité, tu vois. Il a compris que la quantité sera son atout et que c'est pas le pourcentage qui va intéresser, c'est combien de fois il va réussir, tu vois, à closer. Je me rappelle sur Messenger à l'époque, on envoyait des messages. Voilà, tu vois, donc pour ceux qui n'ont pas connu, Hotmail, Messenger, les mecs, MSN. Les mecs comprennent rapidement ce truc-là. Maintenant, je pense que les nanas s'y mettent aussi. Tu vois. Mais à mon époque, c'était ça. Tu comprenais comment en fait, il fallait faire du volume. Le parallèle, bon, il est pas adapté, mais il est bon à comprendre que ce qui compte à la fin, c'est est-ce que tu y arrives, est-ce que tu n'y arrives pas. Tu vois. Et donc, dans mon cas, c'est vraiment ça. C'est en fait, il y a probablement plus de réussites sur les domaines dont on parle. Hein. Il y a probablement plus de réussites que la moyenne nationale. Mais en fait, il y a un volume d'échecs. Moi, j'aime bien donner une de mes conneries quand j'étais jeune. J'ai essayé de battre le PMU. Alors, je sais pas si tu vois, donc les paris équestres, tu vois, les chevaux. Et j'étais convaincu qu'en faisant les bonnes stats et machin, j'y arrivais. Les mecs, à la fin de l'année, m'envoyaient des chocolats pour me remercier de tout l'argent que j'avais. C'est pas une blague, hein. J'ai reçu, et le jour où j'ai reçu les chocolats pour la première fois, c'est là que tu as réalisé, ok. Là, j'ai dit, attends. Ouais. S'ils arrivent au stade de me remercier, c'est peut-être parce que je gâche ma thune avec eux. Voilà. Mais ça partait d'un point de vue, tu vois, j'étais pas en mode gambler, j'étais en mode oui, je vais dominer la matrice, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça l'idée, quoi. Et j'aime bien partager ces trucs-là parce que c'est la plus folle et tu te dis, ok, si Jean Laplace, il a fait ça, les gens peuvent y arriver, tu vois. Puis, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'effectivement, par exemple, s'il y a un média social que j'aime le moins, c'est Instagram. Ouais. Parce que je trouve que c'est très tourné vers, on appelle ça en anglais, highlight reel. On te montre seulement les moments forts. Mais la réalité, c'est que pour un moment fort, il y a peut-être 100 moments faibles derrière. Ouais. Il y a 100, surtout quand tu es un entrepreneur. Moi, personnellement, quand j'ai transitionné d'employé à temps plein vers entrepreneur à temps plein, j'ai eu des moments extrêmement sombres. J'avais une vie qui était très bien rangée. Puis personne autour de moi comprenait pourquoi je faisais le move. Parce que tout allait bien, en fait, financièrement surtout. Mais il y avait une soif, il y avait un besoin d'avoir plus de temps. À la fois la liberté temporelle, la liberté financière, mais surtout la liberté aussi géographique. Ouais. Je te parle du fait que je suis actuellement en vacances pendant 2 mois. Je pourrais rentrer au Canada en décembre si je voulais. On est au mois d'août. Je pourrais rentrer en mars de l'année prochaine. J'ai plus cette contrainte d'un employé et c'est vraiment pour ça que je voulais me lancer en entrepreneuriat. Ça, c'est le beau côté. C'est là où je suis aujourd'hui. Mais il y a eu des moments extrêmement sombres où est-ce que tu ne sais pas c'est quand le prochain chèque va rentrer. Il y a eu des moments où est-ce que tu te lances dans un projet où est-ce que tout va mal.
Et honnêtement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon cercle rapproché, qui est quand même très solide, ma foi chrétienne, mais aussi beaucoup de mindset. C'est ça a l'air de rien, mais la méditation, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Le fait aussi de toujours relativiser en me disant que derrière chaque problème, il y a une solution. Le fait aussi de, à chaque fois, être en mesure de bâtir des petits éléments de renforcement positif. J'ai eu un problème d'ordre 5, j'ai trouvé une solution. Donc, si j'étais en mesure de régler ce problème-là, quand j'aurais un problème d'ordre 6 ou d'ordre 10, je me rappellerais que quand j'avais un 5, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est vraiment se construire cette confiance entrepreneuriale, la même confiance que tu as bâtie avec ton éducation au niveau émotionnel, c'est se la bâtir au fur et à mesure. C'est pour ça, moi, je suis vraiment aussi d'avis. Je pense qu'il faut y aller all-in, il faut vraiment se lancer, y aller à fond. Mais des fois, c'est bien de commencer, je ne veux pas dire petit, mais, et non, j'aime pas le mot prudent non plus parce qu'il y a une petite connotation un peu petite, mais d'y aller étape par étape et de tranquillement, de façon incrémentale, grandir. De toute façon, il faut aller à la limite de ce que tu comprends et de ce que tu maîtrises, tu vois. Et ça, naturellement, ça met des paliers, tu vois. Je reviens sur ce que tu disais par rapport à Instagram, c'est marrant, c'est que j'ai eu une discussion sur ça il y a encore la semaine dernière. Moi, je pense que Instagram, c'est un média comme tous les médias, comme la télé, comme tout ce que tu veux. Et en fait, tout média, il peut être bien utilisé ou mal utilisé. Le problème, c'est que sur Instagram, naturellement, ça part plus vite. Donc, je veux dire, sur la télé aussi, naturellement, ça va plus vite dans l'utilisation plus nocive ou en tout cas pas constructive. Et il y a un élément sur ça, et ça a été un questionnement personnel par rapport à ma propre façon de publier. C'est que on sait que naturellement, ce qui marche le mieux, c'est quand justement je vais te raconter, je vais te faire montrer, regarder les frites. Il y a des frites là, c'est pour ça. Enfin, il y a des photos de frites. Tu vois, les frites que je vais te montrer ou la voiture que j'ai ou les vacances que je fais. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où un compte il est en train de te montrer ça, en fait, il est en train de te torturer la tête. Et je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer d'aller au maximum sur des comptes qui vont te partager de l'information, donc de l'information qui va te donner, mais éviter tout ce qui est vraiment lifestyle en fait, tu vois, en tant que consommateur. Et alors en fait, en vrai, en tant que producteur de contenu, je suis le premier à probablement le faire, mais c'est tout de suite en fait, il y a une partie de fake, tu vois, dans le truc, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants de 2 ans et 4 ans, et aujourd'hui, je te dis, on en reparlera dans 6 mois, et c'était pas la même chose il y a 6 mois, mais ce qui me rend le plus heureux, c'est ça. Et je vais pas te filmer les moments où on jette des balles pendant 3 heures sur un truc, où on fait des caplas là, tu vois. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est là qu'est mon bonheur. C'est un vrai débat parce que tu vois, comme je te dis, Instagram, je trouve que c'est extrêmement, malheureusement, un peu fake. C'est beaucoup bling-bling. Bien sûr. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire un peu des deux. Moi, ma stratégie, c'est de dire, je vais te montrer ce que c'est que ma vraie vie. Ça va m'arriver d'être en short. Tu parlais de moto tout à l'heure, je fais de la moto. Tu avais quoi comme moto? J'en ai eu plusieurs. Je suis passé de la Ducati à des Romblons. Enfin, j'ai eu un peu de tout. Moi, je suis plus Ducati, Street Fighter, ce genre de moto. Et tu sais, je peux te montrer une journée où je vais sur un chantier. Je ne suis pas un gars manuel. Moi, je suis plus un gars de chiffres, de relationnel. J'ai toujours un partenaire comme toi parce que justement, mon modèle d'affaires, c'est toujours de m'associer avec quelqu'un qui va gérer le côté local pour que je n'ai pas à être dépendant localement, même si c'est un boulot qui demande d'être local. Mais ça va m'arriver d'aller sur un chantier en short et je vais me filmer tel quel. Et là, j'ai toute mon équipe de contenu qui me dit, mais non, il ne faut pas faire ça. Et je leur dis à la fin de la journée, this is me. Voici qui je suis. Prenez-moi tel que je suis. J'en parlais tout à l'heure avec Tony en lui disant, la beauté de ça, c'est que ceux qui t'aiment tel que tu es, ils vont venir à toi. Ceux qui ne t'aiment pas, ils ne vont pas venir à toi. Et c'est une bonne chose. Mais tu vois, je suis dans la même démarche quand je le fais, mais il y a toujours, en fait, je le vois des deux côtés. Il y a de notre côté à nous, tu as toujours une part de, bon, ok, c'est moi, tu vois, je ne veux pas me mentir, mais il y a toujours une mise en avant dans le sens où, voilà. Et donc ça, c'est de notre côté, mais c'est surtout, je le dis plutôt du côté du consommateur. C'est celui qui regarde et qui va scroller. Effectivement, s'il regarde que les 1% de la vie des gens sur leur lifestyle, ça apporte rien qu'un gros désir d'un truc que tu vas pas toucher. Alors que tu prends la chaîne d'à côté qui va être chiante à mourir, mais qui va vraiment t'expliquer comment tu fais de l'achat-revente ou ce que tu veux, ben, en fait, ça va te permettre d'impacter ta vie. Tu vois. Et je pense que c'est là que doit être la concentration. C'est de ne pas regarder la vie des gens, mais regarder le comment ils font. C'est ça l'enjeu. Mais le challenge qu'on va avoir, c'est que les gens préfèrent être, en anglais on parle de entertain que educate. Les gens préfèrent que tu les amuses, que les éduquer. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment, j'essaie malheureusement, pas malheureusement, mais heureusement de faire un peu des deux. Premièrement, moi, le contenu dans lequel je me sens le plus… T'as pas idée, en fait, on l'a vu tout à l'heure, on n'avait pas lancé la caméra, on aurait pu partir pendant 2 heures, right? Parce que… Je lui ai dit de couper, je lui ai dit attends, arrête, je suis en train de te donner le meilleur de la pépite et t'enregistres pas. Il dit tu veux pas commencer? Mais c'est la réalité des gens qui sont réellement sur le terrain. On parle de nos réalités, on pourrait le faire pendant des heures et des heures. C'est la conversation d'entrepreneur de base. C'est bonjour, ça va? Et alors, tout de suite, ça défile. Ça part. Et pour moi, c'est le contenu le plus intéressant. En fait, c'est mon contenu long
ou est-ce que sur YouTube, je vais parler pendant 1 heure à quelqu'un? Hey, je suis en vacances, j'aurais pu aller me poser sur une plage, mais j'ai choisi de me dire que pendant mes vacances, je vais aller interviewer différentes personnes parce que tant qu'à être à l'étranger, je veux comprendre comment ils vivent leur réalité, leur perspective. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un, même qui fait quelque chose de différent que soi. Mais surtout toi, là, tu changes de référentiel parce que forcément, ce qui se passe, moi j'ai vraiment le cas, c'est quand tu vois, j'ai un mastermind de marchand de biens, donc c'est le dernier niveau dans l'accompagnement des élèves, donc il faut déjà avoir lancé des opérations. Et ça m'a amené un nouveau paradigme, c'est qu'en fait, moi j'avais une vision bordelaise ou Gironde, pour ceux qui maîtrisent les départements. Et en fait, là, je me suis retrouvé avec des élèves partout en France. Et je me suis rendu compte comment en fait la géographie où tu étais allait impacter ton business. Typiquement, moi, je vais faire de la division plutôt de bâti. J'ai tous les mecs qui sont en Vendée, plus dans le Nord. En fait, ils vont faire beaucoup de divisions parcellaires parce que ils ont plus d'espace et ça se densifie, mais plus d'espace. Tu vas voir que moi, en fait, j'ai un des plus mauvais marchés en termes de rentabilité, alors que tu as des mecs qui vont faire 10 ou 15 points de plus que toi, tu vois, juste parce que leur géographie est comme ça. Tu vois. Nous, on a des obligations dans le plan d'urbanisme qui fait que si tu construis un logement, il faut avoir le parking en face. Il y a des zones où en fait, ils cherchent à ramener du monde et donc en fait, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc c'est intéressant et c'est ce qui est bien dans ton projet, c'est de dire ok, je change ma géographie et qu'est-ce que ça change en fait chez les gens, quoi. Et c'est là que personnellement, dans mon parcours d'entrepreneur, puis je te le disais tout à l'heure en faisant des guillemets en disant je travaille, je le vis plus comme un travail. Puis je vais mettre les choses en perspective, ça reste des heures d'énergie qu'on investit, je dors très peu depuis que je suis là à cause du décalage horaire aussi, mais ça reste de l'énergie que j'investis, c'est du temps que je mets. Mais honnêtement, je kiffe ma life dans le sens où tu me dirais de faire ça pendant 24 heures, 48 heures ou 72 heures, je prendrais autant plaisir à le faire. Ce n'est pas une corvée au fait. Parce que j'adore le contenu long, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus vrai. Mais il y a aussi une autre partie où est-ce que je vais montrer certaines parties de mon lifestyle, où est-ce que c'est ma vraie vie. Tu sais, je ne suis pas en train de louer des choses, c'est vraiment ce qui m'appartient et que je montre. Parce que je veux aussi montrer quelque part derrière aux gens ce que j'ai été en mesure d'accomplir ou d'acquérir ou d'avoir avec l'énergie que j'ai mis. C'est un peu leur montrer, cette récompense que tu vois aujourd'hui, elle est juste la conséquence des efforts que j'ai mis. Le process et l'événement. Exactement, c'est aussi de montrer un peu, pas la cible, mais la totalité du parcours. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il faut aussi parler des échecs, il faut aussi parler des difficultés, il faut aussi parler des choses qui ont moins bien été, parce que du coup, ça donne une vision plus complète. Après, malheureusement, les gens choisiront de retenir ce qu'ils veulent retenir, mais je te dirais que moi, mes meilleurs clients, dans mes programmes de formation, c'est des gens qui viennent de ma chaîne YouTube. Je n'ai pas du tout eu à les convaincre à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas eu à leur vendre quoi que ce soit. C'est eux qui sont venus en disant « Uriel, ça fait un petit moment que je te suis. Je vois tous les éléments de ta vie. J'ai l'impression de te connaître. » Et ça, c'est qui est fou. J'ai l'impression de te connaître. Ouais, ça, c'est impressionnant. Et tu sais, ils te rappellent des moments de ta vie. Et tu expliques des trucs que tu as dit. Moi, j'ai des gens qui disent « Ah oui, mais tu avais dit… Ah ouais, j'ai dit ça, mais moi, je l'avais dit parce qu'on était là et on était en train de discuter. Je l'ai dit comme ça, j'ai changé d'avis depuis, tu vois. » Mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup, le contenu long, ça permet aux gens vraiment de vraiment s'approcher de la personne, la connaître, la rencontrer. Et c'est les meilleurs clients parce que du coup, ils connaissent ta philosophie. Moi, j'ai un principe, je prends aucun client dans ma partie transactionnelle s'ils ne sont pas passés par la partie éducation. Je ne prends aucun client en transaction s'ils ne sont pas passés par la partie éducation parce que je n'ai pas envie que tu partes sur le terrain pour acheter une propriété avec un de mes courtiers immobiliers qui te montre la super opportunité du siècle et que tu passes à côté parce que tu ne comprends pas la vision. Parle-moi un peu de l'importance de la vision dans ce que tu fais. Parce qu'on s'entend, ton projet, ta rentabilité que tu identifies au début, dès le départ, c'est purement de la vision. Et ce n'est pas forcément quelque chose que les gens sont en mesure de faire, surtout quand ils sont très analytiques et qu'ils ont peur. Parle-moi de l'importance de la vision ou donne-moi un exemple d'un projet où tu es arrivé et tu avais vu quelque chose. Ça peut être un projet le plus simple ou le plus complexe. Ouais, alors, donne-moi un exemple. Il y a un point qui… la vision, je peux t'en parler dans 2 points, mais il y a un point déjà que je dois te formaliser, c'est qu'en fait, moi, je suis assez peu sur le terrain. Tu dis, waouh, tu n'avais pas l'info, donc c'est pour ça que je te la donne. C'est qu'en fait, moi, je suis associé avec mon partenaire et en fait, on a réparti les rôles. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas repris tout à l'heure parce que je me doutais qu'on allait y revenir. Mais moi, je suis un peu le financier des deux. C'est-à-dire que moi, tu vois, c'est lui qui va être sur le terrain, c'est lui qui va regarder beaucoup les éléments. Et après, une fois qu'il a fait un travail, c'est un expert immobilier absolu, tu vois. Une fois qu'il a fait le travail, en fait, on vient et on confronte les idées pour dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, tu vois. Donc, entre autres, moi, dans les dernières années, il y a beaucoup d'opérations, je les ai achetées sans les visiter. Je les ai achetées sur les chiffres parce que je sais ce qu'il a fait comme type de travail, j'ai les photos, j'ai les éléments, donc je sais que tu vois toutes les petites bêtises, lui, il les a vues, j'ai pas besoin de le faire, et il le fait très bien. Et moi, je vais plutôt confronter la dynamique globale, tu vois. Donc, j'ai une vision qui est plus une vision
de gestionnaire financier, probabilistique, d'exposition au risque, et des choses comme ça, et de voir dans quel sens on va. Et aussi, avec, comme tu l'as dit, avec cette idée que moi, j'aime pas y être day to day, tu vois, j'aime pas tout le temps. Et le rapport aux agents immobiliers, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis bon sur un tableau Excel, tu vois, je suis pas bon forcément à faire ça, quoi. Tu vois, moi, je parlais exactement de cette vision-là. Ouais. Moi, la plupart de mes biens que j'ai achetés, les derniers en tout cas, je me souviens encore d'un bâtiment de niveau de rapport de 11 logements que j'ai acheté. Ouais. J'étais au Bénin, en vacances. Ok. En fait, d'abord, j'étais au Canada. Le bien est arrivé sur le marché. On a fait une offre d'achat parce que c'est dans un secteur où j'ai plusieurs bâtiments. Donc, je savais exactement ce que j'allais faire Bien avec. sûr. Et après, je ne l'ai pas eu. Il y a eu le marché était tendu. Il y a eu plein d'offres d'achat là-dessus. Le vendeur a pris l'offre de quelqu'un d'autre. Finalement, je suis parti en vacances. Et moi, j'ai quelque chose que je fais systématiquement. Un petit tips pour tout le monde. Si je fais une offre d'achat sur un bâtiment, parce qu'au fait, on a un système d'enchères où est-ce que tu mets ton bien à vendre, Ouais. quelqu'un fait une offre dessus, quelqu'un d'autre peut faire une offre dessus aussi, puis je sais pas, personne ne sait quel est le prix auquel que l'autre a proposé, et c'est le vendeur qui décide. Finalement, je ne l'ai pas eu parce que mon offre n'était pas la meilleure, mais quelque chose que je fais systématiquement, j'appelle le vendeur pour lui dire, écoute, merci d'avoir répondu à mon offre. Si tu n'as pas sélectionné mon offre, c'est qu'il y en a une autre qui est meilleure. Félicitations à toi et bonne chance pour la suite. Je raccroche. Je maintiens la relation. La relation. Je suis parti en vacances. Il m'a rappelé 2 semaines après, quand j'étais en vacances, en me disant, écoute Uriel, finalement, celui qu'on avait pris, il ne passe pas au financement. Est-ce que tu es toujours intéressé? Je t'appelle en premier parce que tu m'avais appelé. Passé un coup de téléphone, ouais. Mais si tu ne le prends pas, je rappelle les 10 autres qui avaient fait une offre dessus. Ouais. Mais toi, je t'appelle en premier parce que tu avais fait ce call-là. Et tu vois, c'est un truc que je voulais te dire par rapport à ça tout à l'heure. Tu me posais la question de quel type de bien je prenais, quel type de valo. Et c'est important de les connaître, c'est important de connaître la théorie du truc. Mais ce que j'explique très vite à tous mes élèves, c'est que tu ne choisis pas la valorisation que tu vas faire. Ce que tu fais, c'est que tu mets en place un processus de prospection qui fait que tu vas avoir des opportunités qui vont remonter. Tu vas les qualifier en rentrant tout ça dans tes tableaux comme à chaque fois. Et c'est le marché qui va te dire quelle opportunité tu vas saisir. C'est le marché qui va te dire dans toutes les valorisations qu'on a vues, quelle est la bonne. C'est pour ça souvent les gens me demandent, ils me disent « Ah mais Jean, toi tu fais quoi? Tu fais ça ou tu fais de la découpe ou des travaux ?» C'était un peu la question que tu m'as posée, qui est une question logique. Et je peux te dire statistiquement ce que j'ai fait jusque-là, mais même si bien sûr mon marché ne va pas évoluer, mais dans ma dynamique, je ne prévois pas ce que je vais faire. Moi je mets en place un processus qui va générer cet événement, et l'événement c'est l'opportunité qui sort, et je dis « Ok, si je fais ça, ça donne ça comme chiffre, donc c'est bon, j'y vais. » Et c'est important, ça je le partage pour vous à la maison, parce qu'il ne faut pas se… Enfin, trop de fois, en fait, les gens se disent « Ah, je fais ça », et souvent ils font ça parce que c'est ce qu'ils aiment bien, mais en fait, le marché, il n'a peut-être pas besoin de cette typologie de valorisation, quoi. C'est intéressant. Moi, j'ai une approche qui est justement contraire. C'est-à-dire, j'analyse un marché et je sais exactement ce que ce marché est en mesure de supporter ou de produire comme type d'opportunité. Okay. Et une fois que j'ai fait ça, je drill là-dessus. Je focus uniquement là-dessus parce que j'ai constaté que quand j'éparpillais mon focus en termes de prospection, de recherche d'opportunités, j'étais moins efficace. Aujourd'hui, je suis principalement sur de l'achat de terrain pour de la construction parce que je suis un promoteur immobilier. Ouais. Et parce que aussi j'ai créé les systèmes en interne qui font que je suis efficace là-dessus. Quand on parlait de vision tout à l'heure, je n'ai pas besoin de voir la maison qui est à démolir. J'ai juste besoin de savoir combien on l'achète. Combien de mètres carrés Exactement, et de savoir la taille du terrain. Ouais. Et de savoir que sur ce terrain-là, si j'inclus mes marges que m'impose l'urbanisme, voici le nombre de mètres carrés que je peux construire. L'urbanisme autorise tel nombre d'étages, je vais aller chercher tel nombre de logements à la fin, ça va valoir tant, je l'achète à tant, je construis à tant. Très mathématique. Et ça, je suis comme toi, moi j'aime souvent dire à mes assistantes que les gens mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. Donc, quand elles me disent qu'il y a une erreur dans un fichier Excel… Elle n'est pas de toi, celle-là. Hein? Elle n'est pas de toi. Non, mais la suite, elle est de moi. Quand il y a une erreur dans un fichier Excel, c'est pas le fichier qui s'est mal comporté. C'est quelqu'un qui a rentré la mauvaise information. Moi, je suis purement dans les chiffres. Quand je parlais de vision, c'était il y a 2 types de vision, tu as raison. Il y a celle de celui qui est sur place, qui voit que le logement, il peut faire ci, ça comme rénovation légère et aller créer un profit. Et c'est souvent pour ça que je cherche un partenaire comme tu le fais. Et il y a la vision qui est plutôt de dire, je sais que je peux le revendre à tel prix. Parce que dans le secteur, ça se vend à tel prix le mètre carré, ou dans le secteur, si je le divise de telle manière, voici ce que le marché est en mesure de supporter. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont du mal à avoir, que ce soit la vision sur le terrain ou la vision des chiffres? Parce que ce qu'on fait, c'est quand même de parier sur une valeur future. Ouais. Ce qu'on fait, c'est de se dire, j'achète à temps, et je parie que je vais aller chercher telle valeur à la cible et donc j'ai un profit. Et on a parlé tout à l'heure de ne pas tomber dans les scénarios parfaits, oublier la vacance, oublier ton temps. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui ont du mal à parier sur une valeur future parce qu'ils n'ont pas cette vision ou cette confiance ultimement? Soit en eux, soit dans le projet. Je vais être extrêmement pragmatique. En fait, je vais dire, si tu ne l'as pas,
C'est juste qu'en fait, enfin, comme tu le dis, on dirait que c'est une émotion, que c'est un sentiment, que c'est une perception. Mais en fait, ça, c'est juste la conséquence des années de travail que tu as eues et donc d'une méthodologie en fait. Donc typiquement pour les prix, chez nous, c'est l'analyse comparative. C'est je regarde qu'est-ce qui est équivalent, etc. Mais en fait, cette personne-là, elle a juste besoin d'être formée. Tu vois, enfin, là, je suis jugé parti parce que je vends des formations. Mais c'est ce que je pense, c'est bien pour ça que je suis parti sur ce business-là. C'est qu'en fait, c'est ce qui m'a manqué quand j'ai démarré. Et c'est ce qui fait que, tu vois, le mec ou la nana qui nous regarde et qui n'y arrive pas, il voit bien que les autres y arrivent, il sent bien qu'il y a un potentiel et il n'y arrive pas, c'est parce qu'il lui manque des infos. Tu verrais le pognon que je dépense en formation, moi maintenant, tu vois, c'est des raccourcis de folie. C'est juste qu'il faut choisir le bon formateur, la bonne formation, etc. Mais si lui, il n'est pas capable tout seul d'avoir cette vision, la vision, c'est pas une vision, tu vois, on met le mot vision, c'est juste un prix, c'est de déterminer le prix le plus probable dans lequel j'ai confiance et qui me permet de me lancer dans l'opération. Bah, en fait, il faut qu'il apprenne à le faire. Apprendre à le faire, c'est forme-toi, il n'y a pas de sujet. Et je connais aucun entrepreneur à qui je parle qui ne se forme pas. Ouais. Tu viens encore de le confirmer. C'est juste impossible, au fait. J'ai payé ma dernière formation hier, tu vois. Donc mais après, en plus pire, c'est que je me forme sur des trucs. Tu vois, je pense au trading. Je fais du trading à côté, du swing trading et de l'investissement long terme, de la crypto. Enfin, voilà, un peu comme tous les gens qui commencent à avoir un peu d'argent et qui aiment bien les chiffres. Bah, en fait, je sais pas combien j'en ai eu de formation, quoi. Je continue de dire, ok, qu'est-ce que tu as à m'apporter en plus pour pousser plus loin, pour aller plus en profondeur. Est-ce que les gens sont réceptifs aux formations dans le marché francophone? Parce que je sais que, par exemple, en Amérique du Nord, c'est beaucoup vu comme étant du scam, des voleurs. Et malheureusement, il y en a beaucoup sur Internet. Ouais. Tu as touché dessus tout à l'heure en disant ce qui est important, c'est de choisir la bonne personne. C'est évident. Et moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est si vous voulez savoir c'est qui la bonne personne, il y a deux choses à regarder. Déjà, est-ce qu'elle a fait au moins 10 fois ce que vous voulez accomplir? C'est ce que j'allais dire en premier. Et deuxièmement, parce que ça veut dire qu'elle a la bonne méthode. Ouais. Mais deuxièmement, est-ce qu'elle peut vous montrer les témoignages de clients qui ont eu des résultats? Réussite, voilà. Parce que ça veut dire qu'elle est en mesure de transférer l'information. J'ai rien à ajouter. C'est exactement ça. Ah non, c'est parfaitement ça. La première question que tu posais, c'était la réaction par rapport au marché. Je pense que quand tu dis Amérique du Nord, tu comptes les US ou tu es vraiment que plutôt côté Canada? En fait, moi, je fais des références au fait qu'au Canada, c'est vraiment vu comme étant des vendeurs de rêves, comme des voleurs, comme des gens qui sont là pour scammer. En fait, c'est pareil. Alors, moi, je te donne la perception avant que tu me parles. Nous, on a l'impression que les Américains, donc Amérique du Nord au sens global, sont plus habitués à payer pour se former. Là où chez nous, tu vois, on a hérité, ce qui est une très bonne chose de mon point de vue, de l'école publique et tout ça. L'école publique gratuite. Donc, les gens ne sont pas prêts à payer pour se former. Tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Pour moi, c'est deux choses différentes. Est-ce que tu veux comment dire, la voie générale qui est pour tout le monde ou est-ce que tu veux aller dans la spécificité et sortir de la masse et dans ce cas-là, ça passe par ça. Donc il y a un peu, cette première problématique, c'est que les gens ne sont pas habitués à payer. Deux, on a eu un autre phénomène, c'est les CPF, donc les comptes professionnels de formation, qui en fait est une bonne idée de base, mais qui a été utilisée par un gros paquet de scammers pour justement avoir des formations qui sont financées. La difficulté de ça, c'est que ça rend service à certains qui peuvent effectivement se lancer là où ils ne pouvaient pas, mais il y a surtout une grosse partie de la population qui a un mindset qui n'est pas bon, qui est de dire je ne veux pas payer ma formation et donc en fait tu passes à côté de toutes les opportunités. Tu vois. Après en fait comme tous les marchés naissants, parce que ça reste un marché naissant, tu vois, on a ce phénomène de régulation qui fait qu'on a plein de rigolos qui font n'importe quoi et qui foutent en l'air le travail de ceux qui font les choses correctement. Tu vois. C'est ça. Mais je crois que ce qui manque le plus, c'est cette compréhension que ton éducation, c'est une forme d'investissement et que tous les investissements ne fonctionnent pas à un coup. Tu vois, quand on va faire un parallèle, le trading, quand tu prends un trade, le trade il va peut-être perdant, il va peut-être gagnant, mais le principal, c'est l'ensemble. Donc moi, si je prends une formation à 2 000 €, elle va peut-être pas m'apporter 2 000 €, mais si je prends 10 formations à 2 000 €, elles vont m'apporter plus que 20 000 €. Tu as parlé tout à l'heure du CPF, du fait qu'en France, on est habitué à avoir l'éducation gratuite. Ouais. Et moi, ce que j'ai constaté dans mes programmes, c'est justement plus le ticket d'entrée est élevé et plus les gens ont des résultats. C'est évident. Et je pense que c'est lié au fait que quand les gens s'investissent financièrement, ils ont tendance à en faire plus, mais aussi c'est parce qu'ils sont une personne différente. Quelqu'un qui est capable de mettre 20 000 $ sur une formation n'a pas le même mindset que quelqu'un qui est capable de mettre 2 000 $. Deux choses. La personne qui met 20 000 $, c'est que d'abord, elle sait comment rentabiliser ce 20 000 $-là. Donc, c'est peut-être déjà un profil d'entrepreneur. C'est rarement, à mon avis, dans mon expérience, quelqu'un qui est encore un employé parce que quelqu'un qui fait 30 000 € par an, te mettre 20 000 $, c'est 20 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que tu restes au niveau d'investissement qui correspond à ta situation. Tu vois. Exactement. Et deuxièmement, en dehors plus de la situation, il y a aussi une question de mindset. Quelqu'un qui est prêt à mettre un montant pareil, c'est parce qu'il comprend l'importance d'investir en lui et du retour sur investissement. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, genre, tout ce qu'on fait,
a déjà été fait quelque part. Ouais, bien sûr. Si demain, je veux faire de l'achat-revente à Bordeaux, C'est bien le truc qui existe depuis… je pourrais essayer de tout réapprendre par moi-même. Mais combien d'années je vais mettre à le faire versus juste venir te voir en te disant, Jean, écoute, tu l'as déjà fait, tu as déjà vu tous les problèmes qu'il y a à avoir, tu as déjà le réseau de contacts, tu as déjà, les réseaux au niveau du financement. Est-ce que je pourrais emprunter ton infrastructure? Et bien sûr, tu es un entrepreneur, tu gagnes bien ta vie. Si je dois t'emprunter du temps, il faut que tu rémunères pour. Donc, Jean, écoute, dis-moi combien c'est pour travailler avec toi. Et moi, ce que je comprends un peu plus mal dans nos communautés, surtout mes communautés noires, africaines, donc francophones, je vais dire, c'est qu'on n'a pas cette culture de, tu sais quoi, je vais investir pour avoir quelque chose. Tu n'aurais pas idée du nombre de personnes qui viennent me voir en disant, est-ce que tu peux m'aider gratuitement, s'il te plaît? Ma réponse est de dire, bien sûr, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram. Ouais, non, mais j'aimerais que tu m'aides en one-on-one. Ouais, mais attends, tu es en train de me dire que tu veux que j'investisse du temps avec tout. J'ai pas de souci, je peux le faire, mais si je le fais pour tout le monde qui me contacte, ça n'a pas de sens. J'ai 24 heures dans une journée comme ça. C'est pas une gestion de tes valeurs, c'est une gestion de ton emploi du temps et de tes projets. Et non, il n'y a pas de souci sur ça. Non, je suis complètement d'accord avec toi à nouveau sur ça. J'ai mangé le début de ce que tu me disais, mais c'est vraiment par rapport à l'approche, par rapport au fait de tout ce qu'on veut faire dans la vie a déjà été fait par quelqu'un. Ça revient au pourcentage d'échecs et j'y reviens. C'est qu'en fait, tu vois, il y a toujours cette idée que quand tu mets une pièce, elle doit te rapporter 2 pièces. Tu vois, quand tu fais un truc, ça doit être un succès. Il ne peut pas y avoir d'échec. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce que peuvent amener les formations ou la formation de manière générale. Ton expérience de vie, c'est même quand tu es voyage, tu veux, c'est pas… D'ailleurs, on a un peu cette nouvelle consommation du voyage, de dire je prends le carnet et je vais tout sur tous les sweet spots du truc et c'est bon, j'ai checké ma liste. Mais en fait, c'est pas ça, c'est tout le trajet qu'il y a autour et ce qu'il va y avoir d'expérience. Donc, pour moi, enfin, l'attitude que j'ai par rapport à ça, et bien sûr, tu vois, aujourd'hui, je suis client dans des masterminds qui me coûtent 25 000 € à l'année. En fait, je ne sais pas commencer par ça. En fait, j'y suis allé assez vite, quand même. J'y suis allé assez vite. J'ai tout de suite compris. Il y a des endroits, je savais qu'en fait, la salle était un accélérateur de dingue, tu vois. Et donc, j'ai mis un paquet d'économies dedans. Mais c'est, tu vois, l'accumulation d'éléments comme ça, en ciblant les bons intervenants, qui fait que si le mec, il a l'info. Et c'est ce que je te disais, moi, en fait, j'ai créé la boîte de formation à cause de ça. Parce que j'ai mis 5 ans à faire 5-7 ans à comprendre des trucs que mes élèves, ils font en 3 ans maintenant, tu vois. Et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est toujours un trauma, tu vois. C'est toujours un truc de dire, moi, tu disais, il ne faut pas réinventer, mais moi, j'ai réinventé un truc qui avait été fait 10 000 fois parce que je n'avais pas l'info, quoi, tu vois. Et j'ai eu la chance de passer, alors que statistiquement, je n'aurais pas dû, tu vois. Ouais, s'il existait déjà, tu aurais dû l'acheter, mais ça, encore une fois, peut-être que tu ne savais pas. À l'époque. Non, ça n'existait pas. Et du coup, tant mieux, tu l'as créé, maintenant, tu vas pouvoir l'offrir comme infrastructure aux autres personnes. Mais c'est toujours la même chose. Si la chose existe déjà, mets un billet, va la chercher, tu vas aller beaucoup plus vite parce qu'encore à la fin de la journée, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quand tu prends une formation, ce que tu achètes, oui, il y a la connaissance. Mais je pense que ce que tu achètes réellement, c'est toutes les expériences, les échecs de la personne qui te forme. Moi, je vends que ça. Et aussi, bien sûr, la proximité, les contacts. Tu sais, j'ai un autre exemple comme ça. J'ai eu ça la semaine dernière dans les ventes. Là. On a une formation que tu peux effectivement obtenir par du CPF qui est à 2 500 €. Et il y a la même formation plus mon accompagnement pendant 6 mois. Donc, avec moi, je suis un des seuls mecs qui fait ça sur la place où tu peux m'avoir toutes les semaines. C'est des visios en collectif, etc. Tu vois la différence de valeur entre les deux. Donc, c'est la même chose avec moi en plus, quoi. Il y en a un, ça va être 3 600 € sans CPF. Et l'autre, ça va être 2 500 € avec CPF. Mais si tu regardes ça, en fait, toi et moi, on va dire, mais il n'y a pas de sujet. Ah, je vais là où tu es. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Eh ben, j'ai encore un mec qui m'a pris l'autre. Parce qu'il ne payait pas, tu vois. Parce qu'il ne payait pas, tu vois. Parce que c'était son CPF et que c'était OK, tu vois. Et bah, c'est OK, tu vois, c'est OK. Mais c'est une erreur dingue, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est trouver la bonne personne. Puis une fois que tu l'as trouvée, tu la suis. Moi, j'ai quelqu'un qui m'aide au niveau de tout ce qui est business en ligne. C'est quelqu'un qui est assez proche de moi. Et juste pouvoir partager des idées. Juste pouvoir dire, écoute, j'ai tel élément, j'ai telle chose. C'est fou comment… Parce qu'on est souvent comme ça en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est prendre du recul, c'est ce qui t'aide le plus, mais c'est souvent difficile de le faire. Tu as dit quelque chose que je trouve intéressant tout à l'heure en disant, si tu mets une pièce, tu dois faire 2 pièces. Ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. C'est ce que tu as dit. Mais je pense que chaque fois que tu mets une pièce, tu dois faire 2 pièces. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt de le faire. 2 ou plus. Par contre, la question, c'est au bout de combien de temps? Pour moi, c'est que la pièce là va peut-être pas faire 2 pièces. Exactement. Mais c'est que les 10 pièces vont faire 20. C'est ce que je te disais avec les formations. Tu l'auras peut-être pas le lendemain. La formation là que tu vas prendre, c'est peut-être pas celle-là qui va faire… Tu sais, j'ai un très bon exemple. La première formation que j'ai commencée, la formation en elle-même, je ne vais pas la citer mais la formation en elle-même, honnêtement, elle n'était pas folle.
et elle m'a rien fait gagner tout de suite. Mais en fait, cette formation m'a fait prendre conscience de l'existence du monde dans lequel j'allais tomber, tu vois. Et j'ai enchaîné par les autres formations à cause de celle-là. Celle-là, c'était pas directement la bonne, mais elle fait prendre conscience qu'il y avait ça qui existait. Et la deuxième et la troisième m'a fait exploser, tu vois, sur le sujet spécifique qui était. Et ça a beaucoup aussi à voir avec la personne que tu es à ce moment-là. Ouais. J'ai fait la même chose Bien que sûr. toi. J'ai pris un gros mastermind aux États-Unis à 25 000 $ US. Honnêtement, je pars du principe que tout est de ma faute. Tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est la conséquence de mes actions. Donc, je dirais que j'en ai pas vraiment bénéficié. J'ai un ami à moi, ça lui a permis d'exploser. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas vu de la valeur là-dedans. Mais je pense que ça avait beaucoup à voir avec la personne que j'étais à ce moment-là. Et qui t'étais, ouais. Et après ça, ça m'a aussi fait réaliser que je devrais continuer à me former, mais peut-être un peu différemment. J'ai acheté un bouquin et juste ce bouquin-là m'a apporté énormément plus que ce Le mastermind-là. bouquin, c'est la magie. Hein. Mais la réalité, c'est que j'aurais pas fait ce mastermind-là et aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai du recul. Ouais. J'aurais pas fait ce mastermind-là, je n'aurais pas compris le bouquin tel que je l'ai compris en l'ayant lu après. Ok. Et ce bouquin-là, il m'a fait exploser. Aujourd'hui, c'est un bouquin sur le marketing. Pour ceux qui le connaissent, c'est Russell Brunson. Extrêmement bon. Traffic Secret, Expert Secret et il y a un troisième dont j'oublie le nom. C'est un bouquin qui m'a permis justement de créer ma chaîne de valeur dans ma boîte, ma business de formation en ligne et aussi dans toutes les autres La business. ladder value de. Exactement, là, on parle. La Je ladder l'ai lu. value de Russell. Je l'ai lu et il est effectivement. C'est excellent. Et tu vois, j'ai mon directeur marketing, un jeune, même pas 23 ans. Puis, en fait, moi, dans mes entreprises, j'embauche beaucoup par rapport à la personnalité et la drive et la niaque, la faim. Ouais. Est-ce que tu as envie d'apprendre? Est-ce que tu as envie d'évoluer? Il n'avait pas forcément les compétences. Je lui ai donné ce bouquin. Aujourd'hui, c'est une machine. Hier, on avait un appel de suivi et il me dit, écoute, Uriel, j'aimerais que tu me laisses essayer quelque chose. J'aimerais que tu fasses ça, que j'aimerais faire A, B, C. Avant même qu'il arrive à E, j'ai dit go. Ouais. Il était genre, t'es sûr? Joe, tu m'as tout montré. C'est une bonne hypothèse. Et c'est ça que tu veux, au fait. Tu veux avoir des gens dans tes équipes qui sont tellement bons, mais surtout qui sont alignés avec ce que tu fais parce que du coup, tu as la confiance de partir et savoir que ça va continuer à rouler. Que ce soit des gens qui travaillent sous toi ou des gens qui travaillent avec toi. Moi, je ne partirai aucune business aujourd'hui si je ne suis pas en partenariat avec quelqu'un. Ouais, ça me va. Ouais, c'est ce que je fais maintenant. Après, à part, tu vois, par le trading ou trucs comme ça. Oh, bah, rendu là, le trading, c'est plus un hobby ou personnel. Ouais. Mais partir une nouvelle boîte, honnêtement, je trouve zéro plaisir à travailler seul. Et je trouve ça tellement gratifiant de pouvoir confronter des idées avec quelqu'un. Et puis après, c'est une question de profil. Tu vois, moi, j'ai un profil très décisionnel, dans le sens où je ne restreins pas dans le sens qualité, dans le sens où moi, je sais bien faire ça, mais je suis moins bon pour le reste, qui fait que l'opérationnel au quotidien, tu vois, je ne vais pas être bon parce que je m'ennuie, j'ai besoin de passer à autre chose. Tu vois, c'est mon profil. Donc, il y a aussi ça qui fait que dans nos profils, on a peut-être besoin d'avoir un deuxième. D'avoir un deuxième mec. Parfait. Écoute, Jean, merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Je sais que tu as une école tu fais du mentorat. Parlons un peu de ton mentorat. Oui, alors, et où est-ce qu'on pour la partie accompagnement, en fait, c'est la yacademy.com. Donc, vous tapez Jean Laplace, immobilier marchand de biens, en 2 secondes, vous allez trouver yacademy.com. On a actuellement 3 types d'accompagnement. Vraiment, la formation en ligne, si tu veux te former de ton côté. De l'autre côté, la partie mastermind, tu peux rentrer que si tu es déjà marchand. C'est un peu le Graal où tu veux rentrer à la fin. Et entre les deux, on a un incubateur où c'est ce que je t'expliquais, où tu as la formation et tu vas avoir moi toutes les semaines pour vraiment t'aider et être certain que tu vas avoir de la performance sur ton projet. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie formation. Après, pour me suivre au quotidien, Instagram, je suis dispo sur LinkedIn, mais en vrai pour l'instant plutôt Instagram principalement. Et la newsletter de la Yacademy où je te parle d'achat-revente. Voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Tous à aller suivre Jean sur ses différents médias sociaux. Un gros merci et un vrai plaisir de parler à des gens qui sont sur le terrain. Ouais. Génial. Merci. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur YouTube et sur mes différents médias sociaux, Instagram, Facebook et tous les autres médias. C'était Uriel. À une prochaine. Salut tout le monde.